Donc, on va poursuivre avec un premier plateau où Anna, Eric et Jérôme vont me rejoindre si vous voulez bien. Et on va plutôt échanger sur la partie donc son, bruit, les cétacés et nous. Euh, et peut-être avec Jérôme dans un premier temps, nous expliquer, nous mettre en tête ce que le son signifie pour ces animaux et quand est-ce que ça n'est plus du son mais du bruit et les impacts que ça peut avoir. Merci François. Oui, je pense qu'il est important de se repérer souvent, de se visualiser. C'est peut-être pour les mammifères marins, leur sens principal va être associé, on va dire, au son. Souvent un peu l'équivalent de ce que nous on va utiliser en termes de vision. Le son va être crucial pour échanger, pour communiquer, souvent dans un environnement qu'on va imaginer assez homogène, c'est-à-dire bleu à noir, en fait, quoi. Donc le son va être l'un des premiers vecteurs de communication et d'échange. Ça va être aussi un outil pour repérer les proies. On parle de tout ce qui est écholocation. Donc, écholocation, c'était l'idée d'avoir ce sonar, comme vous connaissez sur les mammifères marins, peut-être sur les chauves-souris ou sur certains bateaux, pour avoir une détection aussi de leur proie et de leur environnement. Donc, voilà, vraiment un des premiers messages à faire passer, c'est que le son, la transmission du son et les échanges, on va dire, sonores, en tout cas de l'énergie acoustique, va être le premier sens pour des mammifères marins. Et ça va lui servir à énormément de fonctions. Ensuite, donc du coup, forcément, le bruit, le son ambiant et on va dire l'énergie sonore qui va être introduite dans le milieu marin va impacter de manière plus ou moins importante ces fonctions. On le dit de plus ou moins importante parce qu'on va voir, on l'a touché un peu du doigt avec ce qu'a introduit François tout à l'heure. En fait, on va voir différents niveaux d'impact en fonction du son. On va avoir du son qui tue directement. Quoi. On va parler voilà, de certaines émissions qu'on va dire impulsives, vraiment très très fort. On peut imaginer du coup une énergie vraiment très très forte qui peut arriver jusqu'à du coup tuer un animal à travers différents mécanismes. On en discutera peut-être un peu plus tard. Et on peut dire quand même que c'est a priori une hypothèse privilégiée dans le cas de... Et c'est en tout cas une hypothèse qui est privilégiée dans beaucoup d'échouages de certaines espèces type baleine à bec associées à certains niveaux d'émissions impulsifs comme certains exercices militaires. Donc on sait que c'est une réalité, voilà. C'est pas simplement un cadre théorique. On sait ensuite qu'on a de l'émission qui va, ça on peut peut-être plus facilement se l'approprier, avoir des lésions qui vont être permanentes. Voilà. Imagine, hein, même nous, si on est exposé plus ou moins longtemps à un bruit très fort, voilà, on va avoir un certain nombre de lésions auditives qu'on va garder tout le reste de notre vie, quoi. Mais derrière ces cas plus ou moins extrêmes, on va aussi avoir tout un niveau de bruit qui ne vont pas forcément nous toucher, nous affecter, on va dire, directement d'un point de vue santé, mais qui va soit nous faire fuir certains habitats. Je vis dans un habitat qui m'est profitable, où je trouve tout ce que j'ai besoin pour vivre, mon alimentation notamment, quoi. Et puis les niveaux sonores sont tels, le dérangement est tel qu'on va avoir un déplacement des individus ou des espèces, et donc forcément, en tout cas, probablement vers des habitats qui vont être moins favorables. Une fois que mon habitat est moins favorable, du coup, généralement, je mets plus d'énergie à me nourrir, voilà, je trouve moins, j'ai une condition de vie qui est moins bonne, donc je vais moins bien me reproduire, vivre moins longtemps, et donc du coup, ça va affecter ensuite vraiment la dynamique d'une population, quoi. Et on va ensuite avoir les différents problèmes associés à de séparation liés au masquage. Je suis obligé de rester, je ne peux pas sortir de la boîte de nuit, je suis obligé de vivre avec cet environnement sonore qui est plus fort. Donc on l'a, et ça on le sait même chez l'homme, hein, chez d'autres modèles. Du coup, ça finit par affecter la santé.
à plus ou moins long terme. Ça affecte les relations sociales des individus et ça crée aussi des ruptures sociales à travers des ruptures mère-petit ou de cohésion de groupe. Donc on voit que le son, en fonction de son intensité, de sa durée, de sa fréquence, va avoir tout un panel, on va dire, d'impacts négatifs sur les populations, qui peut amener jusqu'à, en fait, affecter même au-delà de l'individu, un groupe ou même, voilà, une espèce, dans on va dire, dans sa dynamique et voire son abondance. OK, merci. Ce que vous avez à l'écran, c'est sur la gauche un graphique qui montre des sources de bruit et les impacts qu'effectivement ils peuvent avoir, et les bruits anthropiques en particulier, les bruits d'origine humaine, et comment ils vont interférer en fait avec les activités ou de chasse ou de sociabilité en fait de ces grands animaux-là. Sur la droite, vous avez un lien qui a été fait. Alors ça a été après l'accident d'Osifia, et je me mets les lunettes parce que c'est en tout petit sur mon écran. C'était il y a à peu près un an, en février 2023, un gros exercice au sud de la Turquie. Et comme par hasard, après cet exercice-là, donc avec des exercices anti-sous-marins, etc., un grand nombre de phalènes à bec, je crois qu'elles étaient 8 ou 9, se sont retrouvées échouées et mortes avec des formes de symptômes à peu près analogues. Le plus grand exemple, c'est mars 2001 aux Bahamas, où il y a un gros exercice de l'US Navy, et tout d'un coup, il y a 23 baleines de mémoire qui se sont retrouvées à la côte et qui sont mortes dans les bras des gens qui étaient là et qui ne comprenaient pas parce qu'en fait, elles avaient des hémorragies internes, et elles sont venues finir leur vie à la côte. Ce que vous avez sur la carte de la côte ouest de la France, c'est une carte qui vient justement de Pélagis, et qui montre les échouages de baleines à bec sur le premier semestre 2020. Donc rien que sur le premier semestre 2020, il y en a 5. Alors, ça n'a rien à voir avec les milliers de dauphins chaque année, mais la proportion de présence dans le Golfe n'a rien à voir aussi. Ce qui veut dire que c'est très rare aussi qu'on puisse avoir un cadavre qui arrive à la côte, on en reparlera vraisemblablement avec Agnès après, un flagrant délit, sauf dans les cas de pollution, où là, en général, il y a une trace qui suit effectivement un bateau. Flagrant délit en mer, ça n'existe pas. Parce qu'on arrive trop tard, on n'a pas les preuves. Mais ce sont des problèmes qui arrivent et dont on ne peut pas être sûr qu'il y ait une seule phalène qui a été tuée à ce moment-là, puisqu'en général, elles vivent en groupe et que les autres ont pu aller au fond aussi. Donc, c'est vraiment des circonstances assez exceptionnelles. Je vais passer le micro à Anna. Anna est vétérinaire et ça fait aussi partie de ces rares personnes sur la planète qui ont mis en place des protocoles de communication interespèces en fait, et qui a été précieuse dans ce travail-là parce que il était important pour nous de pouvoir avoir j'ai envie de dire le son, mais en tout cas le retour de ces espèces-là sur le bruit et ce que représente le bruit. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de te demander là, c'est que vu de la phalène elle-même, le bruit qu'on vient d'expliquer, le bruit et le son, qu'est-ce que ça veut dire que c'est quel est le sens, en fait? Merci. Bonsoir à tous et toutes. Oui, en fait, donc je pratique, j'ai une formation de vétérinaire et je pratique cet outil un peu étrange pour certains qui s'appelle la communication intuitive, qui permet de se connecter sur les perceptions que peut expérimenter un animal et donc de les expérimenter soi-même. Alors pour cet individu particulier qu'on a rencontré après sa mort en fait, et donc moi je n'ai pas eu de contact physique avec elle puisque l'autopsie s'est faite en dehors de ma présence. Je ne suis pas une spécialiste de la vie marine en tant que vétérinaire. Et en principe, ce ne sont pas les vétérinaires qui font des autopsies en France de mammifères marins. Donc ma présence ici est uniquement associée à la communication intuitive.
Donc, il est clair qu'ayant la capacité de percevoir dans mon corps ce que peut percevoir un animal qui est gêné par quelque chose, ça me donne accès à toutes sortes d'informations très détaillées, très, très spécifiques. Alors, je ne peux pas parler de cette baleine précisément, mais j'ai été en contact à différents endroits de la planète avec d'autres cétacés. Et je vais vous parler de ce qui s'est passé pour une famille de rorquals communs autour de la Corse, qui ont été eux aussi, voilà, je vivais en Corse, peut-être je devrais donner un tout petit peu de contexte. Je vivais en Corse et j'ai appris qu'une baleine était échouée sur une plage de la Corse du Sud. Donc, je me suis rendue sur place et j'ai appris sur place que un bateau de la marine était en train de le tirer au large pour faire exploser la carcasse de façon à ce qu'elle disparaisse en morceaux, parce qu'un animal qui est mort peut couler ou peut flotter. Donc, en l'occurrence, c'était une grosse carcasse qui flottait à côté de plages où il y avait des touristes et ça faisait pas bon effet. Donc, ils ont décidé de tirer le cadavre vers le large et de le faire exploser pour que les morceaux retombent vers le fond et ne gênent pas les êtres humains. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été en contact avec la famille de cette baleine qui était morte, dont je ne connais pas les détails. Et cette famille m'a fait comprendre que cet animal était mort effectivement par un stress lié au son. Et donc, eux n'en étaient pas morts, mais ils étaient restés autour de l'animal lui-même, du cadavre, comme on le ferait dans une famille humaine. Hein. Ce sont des animaux qui ont une vie sociale et familiale très, très importante. Et ils avaient été en fait dispersés par ce bruit soudain et très violent. Et en l'occurrence, il n'y avait peut-être pas de lésions irréversibles ou mortelles pour ceux avec lesquels j'ai pu communiquer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient encore, alors que le cadavre avait commencé, enfin était arrivé à la côte, donc plusieurs jours après, ils étaient encore dans une panique extrême par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et je ne suis pas sûre qu'ils avaient retrouvé toute leur famille après cet événement absolument bouleversant. Il faut comprendre aussi que l'échange sonore pour ces animaux, c'est très important parce que le son ou le vocabulaire des cétacés, qui est un vocabulaire très élaboré, que nous n'arrivons pas encore à décrypter en tant qu'être humain, malgré toutes les études qui sont lancées là-dessus, est un son qui est un peu comme un dialecte. Et chaque famille a son dialecte. Et en fait, là, on pourrait dire que peut-être ils étaient en train de bégayer ou ils étaient complètement perdus. Enfin, ils étaient comme des êtres déroutés plusieurs jours après, alors que certains avaient quand même réussi à se retrouver et à accompagner le membre de leur famille qui était décédé. Donc, ce sont des traumatismes extrêmement importants, hein, que ce soit des traumatismes sociaux comme celui que je suis en train de vous raconter, ou que ce soit des traumatismes physiologiques qui peuvent aller jusqu'à entraîner la mort. Voilà ce que je peux témoigner pour l'instant. Il y a quand même, accessoirement, on peut dire une forme de récurrence sur ces problèmes-là que l'on voit avec des impacts sur les espèces qui sont dans l'eau à ce moment-là. Là, on est, et c'est ce que notre ami expliquait bien aussi, on est sur ce qu'on va appeler une espèce parapluie, c'est-à-dire une espèce qui planque aussi un peu les autres. Ce qu'on voit là, c'est les impacts du son sur cette espèce-là. Elle nous touche, cette espèce-là, parce qu'on s'en sent proche. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la globalité de la chaîne trophique est impactée par le son. Et qu'au-delà de la chaîne trophique, on peut imaginer aussi que les végétaux, si on n'est pas trop profond, sont impactés aussi. On travaille avec une équipe de Brest, avec l'équipe de Laurent Chauveau et Frédéric Olivier. Ils se sont incidemment, ils ont vu en faisant une manip de labo sur des aquariums que les larves de
coquille Saint-Jacques et que les larves d'huîtres, quand il y a du son important, elles se déforment ou elles meurent, enfin, il y a des impacts très importants, et que même si l'on va plus petit vers le phytoplancton, donc qui lui est juste invisible, il donne une couleur à l'eau. Quand il y a un gros bateau qui passe, le plancton qui produit la moitié de notre oxygène, mais en fait, il arrête de produire cet oxygène. Donc, c'est ce qui nous intéresse aussi avec ça, c'est que sur, je dirais, un impact très visible d'une espèce, vis-à-vis de laquelle on va avoir une empathie très forte, c'est que petit à petit, on démêle le fil, et le son et les impacts du son et du bruit en mer, c'est vraiment un sujet qui se met à peine en route aujourd'hui, où il y a plein de choses à imaginer, d'où ma transition, et je me tourne vers Eric, qui, avec le Bureau Veritas, est engagé dans plusieurs programmes européens, et à qui donc j'ai envie de dire, Eric, où est-ce qu'on en est sur le bruit aujourd'hui et sur le son? Merci François. Tu disais imaginer que ça peut affecter les végétaux aussi, c'est plus de l'imagination. Il y a un papier de Martha Solé qui date d'il y a 2 ans sur les herbiers de Posidonie qui a prouvé le déracinement des herbiers insonifiés. Où on en est, il y a effectivement plusieurs projets de recherche européens. On va parler de l'Europe parce qu'on est en France et que c'est là où on peut être impliqué plus facilement. Mais il y a beaucoup de projets dans le monde sur ce sujet. Il n'y en avait pas il y a quelques années. Globalement, j'ai envie d'être assez positif parce que tous ces projets montrent qu'il y a une reconnaissance du problème, que la réglementation n'est pas encore parfaite, n'est pas aussi obligatoire et détaillée que tout le monde le souhaiterait pour dire ça y est, on a cerné le problème, on l'a qualifié, mais elle existe, donc c'est positif. Et ces projets de recherche essayent de la faire évoluer, essayent de quantifier plus de choses. Elle existe aujourd'hui, la réglementation, et c'est un peu le point clé qui est associé à ces projets de recherche, dire comment faire évoluer, vers quoi, qu'est-ce qui manque. Donc, ce qui existe, il y a une directive européenne qui existe, qui a été transcrite en décret pour les 27 États membres, qui reconnaît la pollution sous-marine comme le bruit sous-marin comme une pollution. Et il distingue ce qui concerne, par exemple, le cas de Zifia, des bruits impulsionnels, donc des sonars. Malheureusement, cette partie-là, je disais que j'allais être positif, cette partie-là, pour l'instant, elle est mise de côté. C'est la seule qui est mise de côté. Après, le sismique aussi, et pour l'instant, est un peu mis de côté. Mais le battage des pieux d'éolien, par exemple, est bien traité en termes de réglementation, pas en termes de complétude de cette réglementation, mais au moins on a reconnu et on travaille dessus. Et puis l'autre partie, c'est le bruit continu, le bruit des navires et tous les effets qu'expliquait Jérôme. Donc dans ces projets européens, qu'est-ce qui manque à cette réglementation qui a pris un chemin, heureusement, pour progresser de principe de précaution. Les industriels, les premières réactions des industriels, on dit ok, ouais, d'accord, il y a une pollution, mais pour avancer, dites-nous quel niveau il ne faut pas qu'on dépasse et où et pourquoi. On dit vous comprenez, c'est pas si simple, il y a beaucoup d'espèces et puis il y a beaucoup d'impact sur beaucoup d'espèces, on ne sait pas tout. Bon quand vous saurez, on avancera. Donc cette première réaction pouvait nous bloquer pour 300 ans. Et ça a été très bien amené par plusieurs États, dont le Canada et la France, pour dire, OK, c'est un principe de précaution, on sait, donc on avance côté industrie. Et donc, côté industrie, ça veut dire on avance à trouver des solutions pour que les navires soient plus silencieux. Ça veut dire qu'on avance pour être sûr qu'on fait une évaluation du bruit sous-marin des navires ou d'un battage de pieux d'éoliennes de la meilleure façon météorologiquement en termes de mesures, et puis qu'on le fait tous de la même façon dans le monde. Et ça, c'est pas simple. Du coup, ça passe par des standards, l'harmonisation, etc. Et ces projets européens travaillent aussi à amener ça. Et puis, sur toutes les solutions, c'est quelle solution amène quel bénéfice. Et là aussi, c'est intéressant de voir que, à discuter de tout ça, la conclusion d'une grosse entité comme l'OMI, l'Organisation maritime internationale,
qui a révisé des guidelines qui existaient depuis 2014 et qui les a révisés l'année dernière, a écrit noir sur blanc que ce qui était important, c'était d'engager toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que non seulement ils ont reconnu que c'était une pollution qu'il fallait la traiter, mais ils disent, comme Esprit de Velox, on a besoin d'interdisciplinarité pour compléter les visions, pour compléter les expertises, pour pouvoir avancer efficacement avec les contraintes de chacun, avec les spécificités de chacun et avec les connaissances de chacun. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant qu'on ait déjà ce reflet-là à un niveau si au niveau auquel on ne l'attendait pas forcément. C'est souvent, il y a beaucoup de détracteurs en disant que ça avance pas vite, etc. Voilà, je disais 2014, 2023, ça fait 9 ans pour réviser des guidelines avec un principe de précaution, hein, où encore une fois, on ne connaît pas tous les impacts sur toutes les espèces. L'OMI a mis 32 ans à réviser uniquement le bruit, sans traiter les vibrations pour le marin. Donc on a été quand même quasiment 4 fois plus vite. On va moins lentement. On va moins lentement. Mais moi, je trouve ça positif et je le souligne. Et puis, dans les solutions, ce que j'aime bien aussi, c'est de voir que le focus dans le monde maritime, et notamment à l'OMI, mais pas que, c'est la décarbonation du transport maritime. Okay. Mais il y a beaucoup de solutions qui amènent aussi une réduction du bruit. Et comme ce n'est pas prioritaire et comme il n'est pas question de revenir sur des solutions qui réduisent encore plus le bruit, mais qui vont émettre plus de CO2, on a travaillé conjointement avec les gens qui travaillent sur les solutions de réduction de CO2, d'émissions et autres gaz à effet de serre, et sur le bruit. Et par exemple, le VELIC, jusqu'à maintenant, ça paraît peut-être bête à dire, mais le VELIC, personne des projets TOT, Canopé, Zéphyr et Bourré, autres porteurs de projets ou projets n'avaient mis dans leur argument de vente ou de promotion que ça allait réduire le bruit de naviguer avec partiellement ou totalement à la voile. Et maintenant, bon, c'est lancé, c'est fait, ça va être de plus en plus quelque chose d'associé à la décarbonation. C'est pas forcément toujours le cas, donc il y a encore beaucoup de travaux à faire et c'est ce qu'on continue là-dessus. Il y a des solutions qui sont des compromis pas faciles, notamment sur l'hélice. Réduire le bruit de l'hélice, c'est très facile de réduire son bruit et de réduire son efficacité et du coup d'augmenter les émissions de gaz. Et ça, c'est contraire à ce qu'on veut. Ah oui, mais oui. Ouais. Ok, merci Eric.